J'ai 26 ans. Je travaille dans un bureau d'une association qui milite pour l'équité au travail. J'ai un petit frère, Ethan. Quand tout commence, il a 17 ans. À la fac, j'ai suivi quelques cours de sociologie qui m'ont complètement retourné le cerveau. C'est là que j'ai compris à quel point le patriarcat est profondément enraciné. Je me suis mis à penser que j'avais le devoir d'éduquer les hommes autour de moi. Et la famille devait passer en premier. Ethan était à l'âge parfait, ses opinions n'étaient pas encore figées. Le moment idéal pour l'aider à devenir l'un des bons. J'ai décidé de m'y prendre sérieusement. Chaque matin, au petit déjeuner, je le coinçais à table. Lui, à moitié endormi, avalant ses céréales. Moi, en plein discours. Je lui expliquais que sa vie comportait des privilèges simplement parce qu'il était né homme. Des avantages non mérités, intégrés dans le système. Je lui faisais remarquer qu'il n'avait pas à planifier son trajet de nuit en fonction des lampadaires ou des inconnus, qu'il pouvait marcher seul sans analyser chaque situation comme une menace potentielle. Je lui disais que dans n'importe quelle pièce, sa voix serait automatiquement considérée comme la norme, comme si le monde lui donnait naturellement le micro tout en baissant celui des femmes. Je lui répétais « Ethan, tu dois comprendre que le simple fait d'exister comme homme te rend partie d'un système qui écrase la moitié de la population. » Lui se contentait de hocher la tête en croquant ses Cheerios, comme s'il écoutait un bulletin météo. Dans ma tête, je me disais que tout fonctionnait parfaitement. Quelques semaines plus tard, je le vois laisser son assiette dans l'évier. Immédiatement, j'y vois une occasion d'enseigner. Je lui dis que c'est exactement le genre de comportement dont je parle. Qu'il suppose inconsciemment que quelqu'un nettoiera derrière lui et que dans la plupart des foyers, ce quelqu'un est une femme. L'inégalité du travail domestique, illustrée par une fourchette couverte de sauce tomate. Il marmonne un « désolé » sans me regarder, puis il lave la vaisselle. Je ressens cette petite chaleur intérieure. La leçon a été comprise. Ensuite, je commence à voir ces moments partout, comme si mon cerveau avait installé un nouveau filtre. Quand Ethan est accepté dans l'université de son choix, toute la famille organise un dîner pour fêter ça. Tout le monde sourit, parle de bourse et d'avenir. Mais je ne peux pas laisser passer l'occasion. Je lui dis que statistiquement, ses chances d'admission étaient plus élevées parce qu'il est un homme. J'évoque les biais inconscients dans certains jurys d'admission. Ma mère me lance un regard qui veut dire « arrête », je continue quand même. Je précise que je ne dis pas qu'il est stupide, seulement qu'il faut reconnaître les avantages systémiques. Ethan se tait et passe le reste du repas à fixer son assiette. Plus tard, dans la soirée, je l'entends au téléphone avec sa petite amie. Sa voix est tendue, comme s'il essayait de ne pas craquer. Cela ne me ralentit pas. Au contraire, je me sens encore plus déterminée. Les mois passent et je transforme presque chaque interaction en leçon. Il parle de rejoindre l'équipe de débat. Je lui explique que cette culture est dominée par les voix masculines et qu'on lui accordera automatiquement plus de crédibilité. Il évoque son travail à temps partiel. Je parle d'écart de salaire et de favoritisme. Un jour, il dit simplement qu'il est fatigué. Je lui parle alors de charge émotionnelle. Les femmes portent l'épuisement constant de gérer les émotions des autres et d'apaiser les conflits. Au bout d'environ 6 mois, Ethan devient plus silencieux. Il passe davantage de temps dans sa chambre, évite le regard au petit déjeuner. Je me dis que c'est normal. Il assimile des vérités inconfortables. L'inconfort fait partie de la croissance. Alors j'insiste encore plus. Je lui dis que son malaise est précisément la fragilité qui maintient l'oppression. Il commence à éviter les dîners de famille, prétendant ne pas avoir faim. Pour moi, c'est simplement le signe que sa vision du monde change. 2 ans passent et je suis au sommet de ma méthode. Les discussions du matin ressemblent à un véritable programme. Intersectionnalité, charge émotionnelle, histoire des violences patriarcales. Je lui dis que chaque femme qu'il rencontre se demande s'il représente une menace, que c'est la réalité créée par les hommes. Il relève la tête et demande des hommes comme moi. Je lui explique que l'intention n'a aucune importance. Tous les hommes participent à ce climat de menace. À cette époque, il commence à voir le conseiller scolaire. Je trouve ça positif. Un soutien supplémentaire pendant qu'il traverse ces prises de conscience difficiles. Quand j'en parle à ma mère, elle suggère que je devrais ralentir avec la politique. Je lui réponds que rester silencieux me rendrait complice de son ignorance. Un soir, je surprends Ethan en train de pleurer dans sa chambre, le visage rouge, reniflant. J'entre et j'essaie d'être encourageant.
Je lui dis que reconnaître ses privilèges est censé faire mal, que cette douleur signifie qu'il voit enfin clairement. Il me demande de partir. Je lui explique que vouloir se retirer est aussi une forme de privilège masculin. Les femmes ne peuvent pas se retirer de l'oppression. La 3e année arrive. Ethan a 20 ans et vit encore à la maison pendant qu'il fréquente le collège communautaire. Pour moi, c'est presque idéal. L'éducation peut continuer sans interruption. Mais je remarque des choses qui m'inquiètent un peu. Il dort énormément, parle rarement, évite ses amis. Je me dis que c'est simplement le processus de transformation. Alors je décide de m'attaquer à ses amitiés. Un matin, je lui dis que les groupes d'amis masculins renforcent souvent les pires comportements. Misogynie banalisée, dynamique toxique. Il répond qu'il joue surtout aux jeux vidéo. Parfait. Nouvelle leçon. Je lui explique que les jeux vidéo servent souvent de formation sociale masculine autour de la domination et de l'agressivité, et que ces communautés sont connues pour leur hostilité envers les femmes. Quelques semaines plus tard, il évoque l'idée de transférer dans une université sur 4 ans. Je vois immédiatement le problème. Je lui explique que les campus sont souvent des incubateurs d'entitlement masculin, culture des fraternités, culture des conquêtes. Que cela nourrit une masculinité prédatrice et entretient la culture du viol. Même s'il se croit respectueux, je lui dis qu'il fait toujours partie de cette machine qui effraie les femmes. Il se tait. Et l'idée de transfert ne revient jamais. La 4e année arrive et Ethan commence à montrer de véritables signes d'anxiété sociale. Il sort rarement de la maison, sauf pour le travail et les cours. Le reste du temps, il reste enfermé dans sa chambre. Quand il apparaît dans les pièces communes, il est nerveux, sursautant au moindre bruit, comme un animal acculé. Pour moi, c'est simplement le signe qu'il essaye d'intégrer la réalité que je lui ai expliquée. Je tente de le rassurer. Je lui dis que se sentir mal à l'aise avec la masculinité prouve qu'il s'éveille. Un soir, il ramène une fille de son travail à dîner. Elle s'appelle Madison. Elle semble gentille. Mais je me dis que j'ai une responsabilité. Pendant le repas, je décide qu'elle aussi doit prendre conscience de certaines choses. Je la regarde et je lui dis que les femmes sont souvent éduquées à placer le confort des hommes au centre de leurs relations. Je lui conseille de vérifier si elle fournit du travail émotionnel à Ethan sans recevoir la même chose en retour. J'explique que beaucoup de femmes sont socialisées pour gérer les émotions des hommes comme si c'était leur devoir. Je vois la mâchoire d'Ethan se crisper, mais je continue. J'ajoute que la plupart des relations hétérosexuelles reproduisent les rapports de pouvoir patriarcaux, même lorsque les gens pensent être progressistes. Madison affiche ce sourire poli qu'on utilise quand on veut s'échapper. Puis elle dit qu'elle a des devoirs et quitte la table plutôt que prévu. Ethan sort derrière elle comme un orage. Le lendemain matin, je le coince encore au petit déjeuner. Je lui dis que sa réaction la veille est un exemple parfait de fragilité masculine. Il réplique que je l'ai humilié devant Madison. Je lui réponds que son embarras n'est pas la priorité. Ce qui compte, c'est que Madison comprenne les dynamiques de genre. Après ça, Ethan cesse complètement d'inviter qui que ce soit à la maison. Honnêtement, je me dis que c'est sans doute mieux. Les groupes d'amis masculins recyclent souvent les mêmes comportements toxiques. Je lui fais remarquer qu'il ne voit presque personne. Je lui demande s'il commence à comprendre à quel point les cercles masculins peuvent être néfastes. Il hoche la tête, mais ses yeux semblent ailleurs. Je lui explique que la solitude peut être saine si elle sert à réfléchir et à développer sa conscience. La 5e année arrive et il donne clairement l'impression d'être dépressif. Il dort jusqu'à l'après-midi le week-end, participe à peine aux conversations et a abandonné la plupart de ses loisirs. Quand j'essaye de parler d'actualité ou de justice sociale, il répond par un mot ou deux. Pour moi, c'est évident. Il ploie sous le poids de la compréhension de son rôle dans les systèmes d'oppression. Je décide donc d'intensifier l'éducation. Je commence à laisser des articles et des livres sur son bureau, violence masculine, masculinité toxique, histoire de l'oppression des femmes. Je lui dis qu'il ne peut pas rester passif face à ces sujets. Quelques semaines plus tard, je remarque que les livres n'ont pas bougé. Je lui dis que fuir ces textes est une forme de privilège masculin. Les femmes n'ont pas le luxe d'ignorer l'oppression. Un jour, je l'entends au téléphone. Il parle de thérapie. Je trouve cela positif. Un professionnel pourra l'aider à gérer cette dissonance.
Plus tard, je lui demande comment se passent les séances. Il répond que c'est confidentiel. Je lui dis que la transparence serait une forme de responsabilité. Garder ce travail émotionnel privé permet souvent aux hommes d'éviter de rendre des comptes. La 6e année, Ethan a 23 ans et il a l'air pire, pas mieux. Il semble développer une anxiété particulière envers moi. Quand j'entre dans une pièce, il trouve un prétexte pour partir. Il évite mon regard comme si j'étais un professeur sévère. S'il doit me parler, il paraît sincèrement effrayé. Pour moi, c'est simplement la honte intériorisée qui remonte à la surface, un signe de progrès. Je décide d'aborder le sujet directement. Je lui dis que j'ai remarqué qu'il m'évite, que ce comportement défensif est exactement la manière dont les hommes protègent leur ignorance. Il murmure qu'il est juste fatigué. Je lui réponds que prétendre être fatigué pour éviter la responsabilité est une stratégie masculine classique. Les femmes sont fatiguées aussi, mais elles ne peuvent pas se retirer de la lutte contre l'oppression. Un soir, je le surprends sur son ordinateur à consulter des annonces d'appartements. Je sens mon estomac se serrer. Je lui demande s'il pense à déménager. Je lui dis que la distance ne résoudra rien à son travail intérieur sur la masculinité. Il referme l'ordinateur d'un coup, comme si je l'avais pris en flagrant délit. Je lui explique que fuir les vérités inconfortables est un comportement typiquement masculin. On ne peut pas simplement changer d'endroit et échapper au patriarcat. Il ne discute pas. Il se contente de m'éviter encore davantage. Peu après, je remarque qu'il travaille énormément. Heures supplémentaires, week-ends, tout ce qu'il peut prendre. Il utilise clairement son travail comme un bouclier pour rester loin de la maison et de moi. Je lui fais remarquer. Je lui dis que l'addiction au travail est souvent la masculinité déguisée en costume. Les hommes se réfugient dans la carrière pour éviter le travail émotionnel et la remise en question. Il dit qu'il économise de l'argent. Je lui demande pourquoi faire. Cela ressemble à un nouveau plan de sortie. Je lui réponds qu'on ne peut pas acheter une issue pour éviter le travail intérieur. Il serre la mâchoire et ne dit rien. La 7e année arrive et il ne ressemble plus du tout au garçon que je connaissais. Il est maigre, comme s'il oubliait de manger. Ses yeux sont constamment grands ouverts. Il parle à peine au-dessus d'un murmure. Ses mains tremblent quand il tient un verre. Il sursaute quand une porte claque. Il passe des journées entières enfermé dans sa chambre. Ma mère commence à s'inquiéter sérieusement. Mais je lui explique que démanteler la masculinité toxique peut être traumatisant. Il comprend enfin les dégâts qu'il peut causer simplement en existant comme homme. C'est lourd mais nécessaire. Je décide qu'il faut une grande discussion, un bilan après 7 ans. Je le fais asseoir et je lui dis que je suis fière du travail qu'il accomplit, que je sais que c'est difficile de regarder en face ses privilèges et les dommages qu'il pourrait provoquer. Il fixe le mur, comme si c'était la seule chose sûre dans la pièce. Il ne répond pas. Son silence commence même à me déranger. Les femmes n'ont pas besoin d'alliés silencieux. Elles ont besoin d'hommes capables d'exprimer ce qu'ils comprennent et ce qu'ils font. Alors je le pousse davantage. Je lui dis qu'un soutien silencieux ne suffit pas. Il doit dénoncer la masculinité, défendre activement les femmes, prendre la parole. Il ne dit toujours rien. Puis je remarque autre chose, des appels tard dans la nuit, minuit, 1h du matin. Sa voix étouffée à travers le mur, on dirait qu'il parle de partir, de recommencer ailleurs. Cela déclenche une alarme dans ma tête, je le confronte. Je lui dis que s'il reprend contact avec ses anciens amis, il doit faire attention. Les amitiés masculines peuvent effacer des années de progrès et ramener des habitudes toxiques. Il hoche légèrement la tête. Le lendemain matin, il ne descend pas pour le petit déjeuner. C'est étrange car même lorsqu'il m'en veut, il vient au moins manger. Je monte à l'étage et frappe à la porte. Pas de réponse. J'ouvre. La chambre est vide, complètement vide, comme après le départ d'un client d'hôtel. Ses vêtements ont disparu, son sac à dos aussi, les tiroirs sont ouverts, le lit est dépouillé. Il reste seulement une feuille de papier sur l'oreiller. Elle dit « Ne me cherchez pas ». Mon estomac se noue tellement fort que j'en ai la gorge serrée. J'appelle son téléphone immédiatement. Boîte vocale, je rappelle, même chose. Puis, un message enregistré m'informe que le numéro n'est plus en service. Je panique. Pendant une semaine entière,
J'appelle tous ceux que nous connaissons, membres de la famille, anciens camarades de classe, collègues, n'importe qui ayant déjà prononcé son nom. Ses anciens amis disent qu'ils ne lui parlent pas depuis longtemps. Il semble confus, presque agacé, comme si je demandais des nouvelles de quelqu'un qui n'existe pas. Son travail nous informe qu'il a démissionné par email et demandé que son dernier salaire soit envoyé par courrier. Aucune adresse. J'appelle le cabinet de son thérapeute. Il refuse de donner la moindre information. Secret professionnel. Ma mère finit par appeler la police. La police hausse les épaules. Ethan est majeur. Il a le droit de disparaître s'il le souhaite. Voilà toute l'aide que nous obtenons. Les semaines deviennent des mois. Rien. Aucun appel. Aucun message. Pas même un simple « je vais bien ». Ma mère engage un détective privé parce qu'elle ne supporte plus l'attente. Le détective ne trouve rien. Nous scrutons les réseaux sociaux comme des addicts. Mais Ethan n'avait presque aucune présence en ligne, pas de compte actif, rien à suivre. Ma mère pleure constamment, dans la cuisine, dans la voiture, dans le couloir. Elle répète sans cesse « Qu'est-ce qu'on a fait de travers ?» Je me force à garder une explication rationnelle. Je lui dis qu'il a simplement besoin d'espace pour réfléchir et qu'il reviendra quand il sera prêt à affronter ces questions. 6 mois passent. Même moi, je n'arrive plus à prétendre qu'il s'agit seulement d'espace. Le détective finit par trouver une piste. Quelqu'un correspondant à la description d'Ethan aurait été vu au Nouveau-Mexique, dans une petite ville près de Santa Fe. Il utiliserait un autre nom et travaillerait dans une minuscule librairie vendant des livres d'occasion et des souvenirs pour touristes. Le détective appelle la boutique. Il demande au vendeur s'il connaît un Ethan venant de notre État. L'homme répond immédiatement non. Il affirme n'avoir aucune famille. Le détective pense reconnaître la voix, même rythme, mêmes hésitations. Mais l'homme maintient son histoire. C'est à ce moment que la réalité me frappe. Il n'a pas seulement déménagé, il s'est recréé, nouveau nom, nouvelle ville, nouvelle vie, comme s'il avait découpé son passé au ciseau. Il a choisi de devenir un étranger plutôt que de rester mon frère. Pour la première fois depuis des années, je ressens un véritable doute, comme si le sol venait de bouger sous mes pieds. Je commence à appeler la librairie moi-même, encore et encore. Chaque fois que quelqu'un répond, je raccroche, le cœur battant, comme si c'était moi qui faisais quelque chose de mal. Finalement, je me force à parler. La voix tremblante, la gorge sèche. Je demande « Ethan, c'est moi. Je veux juste parler. » Long silence. Puis une réponse calme, froide. « Merci de ne plus appeler ici. » Clic. Je rappelle aussitôt, une autre personne répond et me dit que cet employé ne travaille plus là. Il est parti. Comme ça. Et je comprends qu'il a probablement déménagé à nouveau dès que j'ai repris contact. Il continuera à bouger pour rester caché. Pendant des semaines, je marche dans un brouillard épais, malade, perdu. Je repasse les 7 dernières années dans ma tête. Son anxiété, son isolement, la manière dont il sursautait quand j'entrais dans une pièce, la façon dont il évitait mon regard comme si j'étais dangereux. Et une pensée minuscule commence à s'infiltrer. Et si quelque chose avait été mal compris, et si ma façon de faire avait été mal reçue, je rejette aussitôt l'idée. Tout ce que je lui ai enseigné était vrai. Les hommes ont des avantages. La masculinité peut être toxique. Comment dire la vérité pourrait devenir un abus. Un jour, ma mère vide la chambre d'Ethan. Elle trouve une boîte contenant ses anciens journaux. Elle commence à lire à voix haute à la table de la cuisine. Et c'est pas du tout ce que j'attendais. Ce ne sont pas des plaintes d'adolescents. Ce sont des pages entières où il écrit qu'il se sent piégé, comme un monstre dans un corps humain, qu'il a peur de lui-même. Il parle de nuits entières, passées, éveillé à se demander s'il est né mauvais. Certaines sections ressemblent à des plans détaillés pour disparaître, et ces plans ne datent pas d'hier. Il remonte à presque 3 ans. Il décrit des crises de panique lorsqu'il entendait des pas dans le couloir. Juste le bruit de quelqu'un passant devant sa porte suffisait à le faire paniquer. Les mêmes mots reviennent sans cesse, sans espoir, irrécupérables. Aucune rédemption. Ma mère me regarde et dit doucement «
écoute ce qu'il essayait vraiment de dire. Je prends les journaux et je commence à lire moi-même. C'est comme si je découvrais une chronologie parallèle. Il parle de nos conversations, mais vues de son côté. Et tout semble déformé. Chaque mot que j'ai prononcé ressemble, dans ses écrits, à un verdict. Il écrit qu'il avait l'impression de ne plus pouvoir bouger ni parler sans prouver quelque chose de terrible sur lui. S'il riait trop fort ou s'il n'était pas d'accord avec moi, cela confirmait qu'il était dangereux. Il décrit une peur constante de démontrer exactement ce que je disais des hommes. Des pages entières de haine de soi. Une confusion totale sur son droit d'exister. Comme s'il ne savait plus comment vivre sans être coupable. Il écrit qu'il voulait disparaître avant de blesser quelqu'un, comme s'il était persuadé que cela finirait forcément par arriver. Puis je tombe sur une entrée écrite, quelques mois avant sa disparition. Il y raconte qu'il a parlé au thérapeute de nos discussions du matin, des corrections constantes, de l'obligation permanente de rendre des comptes. Et le thérapeute aurait utilisé 2 mots, abus psychologique. Ethan écrit que ces mots lui semblent exagérés. Mais il ajoute « Je ne peux pas nier à quel point j'ai peur tout le temps. Peut être que je suis trop abîmée pour être aidée. Peut être que disparaître serait le geste le plus gentil pour tout le monde. À ce moment-là, je sens quelque chose de glacé s'installer dans mon ventre. Les 7 dernières années se réorganisent soudain dans ma tête. Il ne résistait pas à l'éducation. Il se noyait dans la honte. Il ne fuyait pas la responsabilité. Il préparait silencieusement une sortie. Il n'analysait pas la masculinité. Il s'effondrait mentalement. Et moi, je continuais à pousser, persuadée que la douleur signifiait le progrès. Pendant plusieurs semaines, j'appelle encore cette petite ville où il travaillait à la librairie. J'essaye différents numéros, différentes lignes, tout ce que je peux trouver. Finalement, quelqu'un qui a travaillé avec lui accepte de me parler. Une femme à la voix fatiguée, elle me dit qu'il avait l'air hanté, comme s'il fuyait quelque chose de terrible. Il ne parlait jamais de son passé et ne mentionnait jamais sa famille. Puis elle ajoute qu'il est parti brusquement après avoir reçu des appels de quelqu'un prétendant être de sa famille. Elle raconte qu'il est arrivé un matin, livide, et qu'il a simplement dit que son passé était mort et qu'il devait le rester. Après ça, il n'est jamais revenu. Elle me donne le nom qu'il utilisait là-bas, Miles. Un nom qui n'a rien à voir avec le sien. Il a choisi de devenir quelqu'un d'autre plutôt que de rester mon frère. Et l'horreur me frappe lentement. Il pense réellement avoir échappé à quelque chose d'abusif. Il n'a pas fui la croissance. Il a fui moi. Il a reconstruit toute son identité pour s'éloigner de moi. Des mois de préparation, travail payé en espèces, aucune carte bancaire, aucune trace. Il a préféré une vie instable et pauvre plutôt que vivre sous le même toit que moi. Et mon esprit continue de se défendre. Tout ce que je lui ai dit était vrai. Les hommes ont des privilèges. La masculinité peut être toxique. Comment la vérité peut-elle devenir de la maltraitance ? Après avoir terminé les journaux, ma mère cesse presque complètement de me parler. Pas une dispute passagère, un silence total. Puis elle finit par dire qu'elle aurait dû intervenir bien plus tôt. Elle a vu Ethan se détériorer et a cru qu'il traversait simplement une période difficile. Puis elle prononce une phrase qui me glace. « Il avait peur de toi ». Elle ajoute, comme une confession, « Je pensais que vous aviez seulement des débats philosophiques ». Elle dit aussi qu'elle l'entendait parfois pleurer la nuit. Mais quand elle lui demandait ce qui n'allait pas, il répondait que tout allait bien. « Il te protégeait », dit-elle, même pendant que tu le détruisais. Après ça, elle fait sa valise et part vivre chez sa sœur. Elle dit qu'elle a besoin d'espace. Je me retrouve seule dans la maison, avec ses carnets. Je les relis encore et encore, comme si je cherchais une faille. Une entrée me frappe particulièrement. Il parle d'un moment où je lui ai dit que chaque femme évalue s'il est une menace. Après ça, il a passé 3 heures à lire des statistiques sur la violence masculine. Puis il écrit « Je suis sans doute dangereux sans même le savoir ». Et plus loin, le plus sûr serait peut être de ne plus interagir avec les femmes. Peut être qu'il a raison et que je suis un monstre qui ne s'est pas encore révélé. Une autre entrée, écrite 2 ans auparavant, parle d'idées suicidaires.
Il écrit qu'il m'en avait parlé et que je lui avais répondu que le suicide masculin était une forme de violence envers les femmes, parce qu'il abandonnait la responsabilité émotionnelle. Dans le journal, il note « Il a raison, même ma douleur me place au centre ». Puis cette phrase brutale, coincée entre l'envie de mourir et la peur de blesser quelqu'un en mourant, peut être que disparaître est le compromis. C'est là que je comprends vraiment. Il n'apprenait pas les privilèges masculins, il apprenait à se haïr. Chaque leçon que je croyais éducative lui prouvait qu'il était fondamentalement mauvais. Il a passé des années persuadé qu'il deviendrait un agresseur, un violeur, un danger ambulant. Sa disparition n'était pas une fuite. C'était, dans son esprit, un service rendu au monde. Finalement, je commence moi aussi une thérapie parce que je n'arrive plus à dormir. Je raconte tout au thérapeute. Les conversations quotidiennes, les corrections, les articles laissés sur son bureau, les demandes de transparence sur ses séances de thérapie. 7 années entières. Le thérapeute écoute longtemps. Puis il dit doucement « Ce que vous décrivez ressemble à un abus psychologique systématique. Je proteste immédiatement. Tout ce que j'ai dit était factuellement correct. Il ne conteste pas les faits. Il dit simplement « La vérité, sans amour ni contexte, peut devenir une arme. » Il m'explique que j'ai transformé une critique sociale réelle en attaque personnelle constante. Marteler l'identité de quelqu'un comme étant négative finit par produire un traumatisme. Puis, il dit la phrase qui reste gravée dans mon esprit « Vous ne lui avez laissé aucun chemin vers la rédemption, aucune possibilité de devenir assez bien. Vous lui avez appris qu'il était mauvais simplement en existant, dit-il, mais vous ne lui avez jamais montré comment être bon. » Et une fois que j'entends cette phrase, je ne peux plus l'oublier, je comprends que mon approche était totalement inversée. Je pensais construire un allié. En réalité, j'ai créé quelqu'un tellement saturé de honte qu'il a dû disparaître. Au lieu de lui apprendre les privilèges, je l'ai convaincu qu'il était malfaisant. Au lieu d'aider les femmes en améliorant un homme, je l'ai poussé vers l'isolement total. Mes méthodes ont produit exactement l'inverse de ce que je prétendais vouloir. Je passe ensuite des mois à essayer de le retrouver malgré tout. J'engage d'autres détectives. Je cherche des profils nommés Miles sur les réseaux sociaux. J'appelle des librairies dans tout le nord-ouest des États-Unis comme un fou. La plupart des gens raccrochent. Finalement, je dois accepter la réalité. Il est parti, pas seulement physiquement. La personne qu'il était a été effacée. Le frère qui m'écoutait pendant 7 ans n'existe plus. Je ne l'ai pas perdu de façon normale. Je l'ai brisé. Et le pire, c'est que tout cela a été présenté comme de l'aide. Je commence à écrire des lettres que je n'enverrai jamais. Cher Ethan, je suis désolée de t'avoir appris à avoir peur de toi-même. Cher Ethan, je me suis trompée sur la manière de changer les choses. Cher Ethan, tu méritais de l'amour, pas des critiques constantes. Que même si je le retrouvais, rien ne serait réparé. La confiance ne renaît pas simplement. Des mois plus tard, ma mère accepte finalement de me rencontrer dans un café. Elle a l'air plus âgée, comme si le chagrin avait ajouté des années à son visage. Elle me regarde et demande « Tu comprends ce que tu as fait ?» Je commence à parler de mes intentions. Elle m'interrompt immédiatement. Il avait besoin de se sentir aimé. Puis elle ajoute « Tout le reste, c'était ton ego. » Et je comprends qu'elle a raison. Ces 7 années d'éducation étaient aussi 7 années où je me sentais supérieure. Moi, l'éveillé, le guide. Et Ethan était le projet que je corrigeais. Je n'ai jamais demandé s'il se sentait en sécurité, s'il se sentait accepté, s'il se sentait aimé. Mon thérapeute me dit que l'éducation saine comporte encouragement, reconnaissance et amour inconditionnel. Moi, j'ai construit un système où il ne pouvait jamais gagner, aucune ligne d'arrivée, aucun moment où il serait enfin assez bien. J'avais transformé son existence en problème à résoudre. Je lui avais fait porter toute ma colère contre le monde. J'avais placé le poids du patriarcat entier sur les épaules d'un seul garçon. Quand j'essaye d'imaginer ce que ces années ont été pour lui, je vois un quotidien où chaque succès est minimisé, chaque geste analysé, chaque parole suspecte. Aucun endroit sûr où il pouvait simplement être lui-même. Seulement des jugements constants jusqu'à ce qu'il soit convaincu d'être dangereux par nature. Je me souviens de l'époque où il se réjouissait de me voir. Il venait me parler de ses devoirs, raconter ses histoires stupides, regarder des films avec moi.
Et j'ai détruit tout cela au nom de l'améliorer. J'ai remplacé l'amour fraternel par des leçons idéologiques. Je suis devenue le rappel quotidien qui n'était pas acceptable. Et le pire, c'est qu'il croit probablement toujours à tout ce que je lui ai appris. Où qu'il soit, il pense sûrement encore être dangereux. Il évite probablement les relations amoureuses. Il garde les gens à distance pour ne blesser personne. Je lui ai retiré sa famille. Je lui ai retiré la possibilité de se sentir digne. Je continue à chercher des signes qu'il est vivant. Je consulte des journaux locaux, des avis de disparition, avec la peur de tomber sur une nécrologie. Puis une pensée terrible apparaît. Il est sans doute plus en sécurité loin de moi et peut être même plus heureux. Aujourd'hui, je comprends enfin ce que j'ai confondu. J'ai confondu avoir raison avec aider. J'ai confondu éducation avec domination. J'ai confondu sensibilisation avec torture psychologique. J'ai déversé toute ma colère contre l'injustice du monde sur une seule personne qui me faisait confiance. Un jour, mon thérapeute me demande ce que je dirais si je pouvais lui parler une dernière fois. La réponse vient immédiatement. Je lui dirais qu'il est quelqu'un de bien, qu'il l'a toujours été, qu'être un homme ne fait pas de lui un monstre, qu'il mérite l'amour, la paix et le bonheur, que je me suis trompée sur presque tout ce qui comptait, et que si rester loin de moi est ce qu'il protège, alors il doit rester loin. Parfois, j'imagine qu'il tombera sur ces mots quelque part. Alors je l'ai dit quand même. Ethan, je suis désolée. Tu es devenu Miles parce que être mon frère faisait trop mal. J'espère que tu es heureux maintenant, que tu guéris, que tu réapprends à te voir comme un être humain, pas comme une menace. J'espère que tu trouveras quelqu'un qui verra ta valeur. J'espère que tu es quelque part en sécurité. Et j'espère que tu n'auras plus jamais à penser à moi, parce que c'est moi qui t'ai appris à te haïr. Et ça, rien ne peut l'effacer.